Alors, donc je vous remercie. Bon, c'est moi qui suis ravie d'être là, hein, de toute façon. Dès que j'ai reçu votre invitation, j'ai bien évidemment répondu favorablement immédiatement. Pourquoi? D'une part parce que le REP, enfin les REP, hein, sont des partenaires privilégiés de l'administration pénitentiaire, mais surtout parce que ça fait aussi de nombreuses années que je connais les relais enfants-parents et je ne dirais pas, ça fait bientôt 30 ans en ce qui concerne Paris. Bon, moi ça fait pas 30 ans, mais ça fait bientôt 20 ans, où j'ai découvert donc le relais enfants-parents de la région parisienne, alors que j'étais en fonction à l'époque dans l'Oise, à Liancourt. Après un premier établissement où cette association n'existait pas dans les Hautes-Pyrénées, et où le centre de détention de Liancourt, le vieux centre de détention de Liancourt, hein, pour ceux qui l'ont connu, avec des régimes de dortoir à 20 détenus, accueillait donc des personnes détenues moyenne longue peine, et où le relais enfants-parents de Paris, qui avait commencé à prendre en charge des enfants donc, de parents incarcérés dans les maisons d'arrêt parisiennes, poussait l'accompagnement jusqu'au centre de détention de Liancourt dans l'Oise. Il y a quelques instants avec Madame Blanco, on se disait que les conditions météo pouvaient éventuellement donc, faire en sorte que certains abandonnent, mais comme je disais, jamais les bénévoles du relais enfants-parents, puisque quelles que soient les conditions météo, les accompagnements donc, avaient lieu, et je crois que votre présence nombreux ici, malgré les événements neigeux de la région, donc, en sont une preuve. J'ai surtout, moi, travaillé avec le relais enfants-parents au centre de détention de Melun, en tant que chef d'établissement, à une époque où les services pénitentiaires d'insertion et de probation n'existaient pas encore, hein. On parlait des services socio-éducatifs, hein, et les services socio-éducatifs étaient rattachés donc, au directeur d'établissement. C'est d'ailleurs là que j'ai pu faire connaissance avec Madame Blanco. Ce qui m'a particulièrement marqué dans l'intervention du relais enfants-parents, c'est que, étant chef d'établissement, on se positionne dans une logique de prise en charge du public, et donc de prise en charge, je vais parler de père parce que je n'ai jamais travaillé dans un endroit où il y avait une détention femme, hein, mais je sais que ça concerne les femmes aussi. On est dans une logique un petit peu on est dans une logique de prise en charge des personnes détenues, mais aussi un petit peu dans une logique de service. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé la première, deuxième fois, où, malgré la demande d'un père incarcéré, le relais enfants-parents qui était sollicité, il est arrivé qu'il refuse, hein, effectivement, d'accompagner un enfant. Et pour moi, qui étais chef d'établissement, j'étais dans une certaine incompréhension. Pourquoi? Parce que j'étais dans cette logique de dire, le père a besoin de voir son enfant, c'est légitime, la maman est d'accord mais ne souhaite pas amener l'enfant au parloir, mais pourquoi le relais enfants-parents ne répond pas à la demande de ce père aimant, hein, qui a besoin de voir son enfant. Force de discussion, et notamment je me souviens une fois dans mon bureau avec Madame Blanco, j'ai compris effectivement pourquoi, et que bien évidemment c'était la bonne décision, et que l'enfant et l'intérêt de l'enfant et le besoin de l'enfant devaient primer. Ça m'a permis aussi, en comprenant ça, justement de travailler sur la responsabilité, sur la notion de responsabilité, sur la culpabilité aussi, avec le père qui parfois avait besoin qu'on lui rappelle aussi un certain nombre de choses, et notamment cette toute-puissance qu'a parfois le détenu dans sa détention, parce qu'il se positionne comme une victime de la société, et qui a parfois besoin qu'on lui rappelle que la victime, ce n'est pas lui, donc là je parle évidemment de la victime des faits délinquants ou criminels commis, mais qu'il y a des victimes collatérales, et que les victimes collatérales, c'est la famille, et en tout premier lieu les enfants. Je crois que par rapport aux enfants, en plus, ce qui est important, j'ai envie de dire que comme dans toute séparation, je pense bien évidemment donc à l'incarcération, mais aussi à ce qui est du domaine des divorces, des séparations de parents, ça génère une situation
d'incompréhension, hein, bien évidemment, vis-à-vis de l'enfant. L'incarcération, en plus, c'est un petit peu peut-être le père ou la mère idéale, hein, qui tombe de son piédestal. C'est une atteinte à l'image parentale. Il y a un sentiment de culpabilité qui peut s'installer chez l'enfant, qui peut penser éventuellement avoir une part de responsabilité donc, dans cette séparation, un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison. Et je pense qu'il est nécessaire, effectivement, de permettre à l'enfant de comprendre ce qui se passe. Et c'est là, hein, je pense que vous jouez un rôle primordial dans les accompagnements que vous réalisez, en plus d'amener l'enfant voir son parent incarcéré, c'est aussi tout ce qui est de la compréhension de cette situation où le parent qui est à l'extérieur, lorsqu'il existe, ce qui n'est pas toujours le cas aussi, je le sais bien, n'est pas toujours dans la meilleure des situations donc pour expliquer ça à son enfant. Je sais aussi que pour certains d'entre vous, vous travaillez sur la parentalité au travers de groupes de parole. Je pense aussi que c'est quelque chose de très très important et qui nous est particulièrement utile en termes de préparation à la sortie et d'insertion. Je souhaitais aussi dire quelques mots, ça vous les avez vus pour les plus anciens d'entre vous, des évolutions qui concernent les relations à la famille, le maintien des liens familiaux donc, que nous connaissons depuis quelques années au sein de l'institution. D'une part, donc, tous les nouveaux programmes de construction avec plus ou moins de réussite, c'est vrai architecturalement et en termes de convivialité, mais tous les nouveaux programmes de construction donc, prévoient des maisons d'accueil des familles qui permettent quand même d'accueillir dans des conditions beaucoup plus dignes les familles que ça n'était avant. Hein. Je pense même à certains endroits où on n'a toujours pas d'ailleurs, hein, donc où il y a quand même un travail important qui est réalisé dans ce domaine-là. Et surtout la révolution que sont encore aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas présente dans tous les établissements, les unités de vie familiale, donc qui désormais donc, font partie de tous les nouveaux programmes de construction. Là aussi, il s'est trouvé que j'ai ouvert la maison d'arrêt de Mauchoconin, enfin le centre pénitentiaire d'ailleurs, de Mauchoconin, où j'ai eu à mettre en service ces unités de vie familiale. Et c'est incroyable, les modifications comportementales que peuvent entraîner donc, ces accès à ce type de lieu pour les personnes détenues, dans la mesure où un parloir qui dure 45 minutes ne peut pas permettre à un couple, et pas non plus d'ailleurs un père avec son enfant, de prendre le temps. Là, on a affaire à des temps longs où les choses peuvent se dire, où le père peut, par exemple, superviser les devoirs de son fils ou de sa fille, ce qui n'est absolument pas possible dans un parloir. Ce sont des temps où il peut y avoir de l'échange. Durant un parloir, la famille, notamment, ne s'autorise pas le droit de faire état de ses difficultés et de sa souffrance. Au contraire, elle est le réceptacle de la souffrance du détenu. Et par contre, elle ne s'autorise pas à pouvoir faire état, je pense surtout aux épouses, ou aux mères d'ailleurs, alors que dans les unités de vie familiale, on voit bien que sur des temps longs, de 6 heures, 24 heures, 48 heures, voire 72 heures, les relations changent complètement et qu'elles redeviennent, entre guillemets, à un moment donné, presque normales, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le temps. Ces UVF permettent aussi, en dehors du maintien du lien familial, de permettre aux détenus de prendre conscience des difficultés que l'incarcération donc, génère pour l'épouse et les enfants. Sur l'interrégion, en dehors des nouveaux programmes d'ailleurs de construction, nous allons donc construire des unités de vie familiale sur le centre pénitentiaire d'Éton, sur le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et sur la maison centrale de Moulins. C'est étonnant, mais cet établissement longue peine n'est toujours pas doté d'unités de vie familiale. Je souhaiterais donc insister sur le rôle important que vous jouez dans le domaine de l'insertion et de la prévention de la récidive. Je pense que vous avez eu connaissance de la loi pénitentiaire de 2009, qui, dès son article 9, indique que l'administration pénitentiaire ne peut mener ses missions que si les autres services de l'État, les collectivités territoriales et le milieu associatif lui prêtent soutien et assistance. Vous faites partie
de ces associations qui nous aident dans cette mission de prévention de la récidive, parce qu'il est évident que le maintien d'une place de père ou de mère, même si un parent est incarcéré, est bien un élément fondamental d'une insertion réussie et donc participe de la prévention de la récidive. Ce rôle, je tiens donc bien évidemment à vous remercier de ce rôle primordial et du quotidien, puisque j'indiquais à votre président tout à l'heure que vous aviez fait l'objet, donc pour 2 relais enfants-parents sur les 22 existants, d'un article dans la lettre des cadres. Je ne sais pas si vous connaissez la lettre des cadres de l'administration pénitentiaire. Bon, vous n'en êtes pas destinataire, puisque c'est une lettre informatique qui est distribuée à tous les cadres de l'administration pénitentiaire, donc qu'ils soient de la filière insertion ou de la filière des personnels de direction ou officiers de la tenue, qui est hebdomadaire. Et dans celle de lundi, donc on a 2 articles. Donc un qui est consacré donc, au repas père-enfant du centre de détention de Melun. Donc vous pouvez applaudir Monsieur Gallo. Et un autre qui concerne le relais enfants-parents incarcéré de la Loire-Atlantique, enfin de Nantes, qui a été primé donc par EDF Pays de Loire et a reçu donc un chèque de 20 000 € de par son action dans la catégorie solidarité. Donc je pense que c'était important que je vous le dise. Il y a, allez, sur cette petite lettre, il y a quoi 10 articles, il y en a 2 qui concernent votre action du quotidien, ce qui démontre qu'elle est bien évidemment du quotidien et que surtout, elle est aussi reconnue par l'administration pénitentiaire comme étant primordiale puisque nous communiquons dessus. Donc je vous remercie beaucoup.